Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Moins consommer et devenir plus durable, on le sait, est un enjeu pour tous et désormais une nécessité pour préserver nos ressources. Dans le nord de la France, en plein cœur du bassin minier, Los Anguel fait véritablement office d'ovni. Si cette petite commune de 7000 habitants assume fièrement les traces d'une industrie passée, pourtant douloureuse, elle a entamé une profonde révolution verte pour s'ériger en modèle du développement durable. Un engagement ambitieux mené depuis près de 20 ans par le maire Jean-François Caron, écologiste convaincu d'écrire sur sa commune les prémices d'un nouveau modèle. En fait, ce qui caractérise cette commune, c'est c'est un archétype de l'histoire minière. On a 8 puits de mine, on a des gigantesques terrils qui sont les plus hauts d'Europe. On est un peu le résultat d'une activité qui n'était pas durable et dont les impacts ont été terribles sur le territoire. Mais en même temps, cette histoire, elle est riche. Elle est riche des hommes, elle est riche des valeurs, les valeurs du courage, de la simplicité, etc. À Los Anguel, les dernières extractions de charbon remontent à la fin des années 80. Héritage de cette aventure, la commune affiche les plus hauts terrils d'Europe, qui culminent à 186 mètres et classés depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dès lors, comment pallier la fin de l'énergie fossile pour réussir une transition énergétique efficace? Comment faire renaître de ses cendres un territoire torturé par plus d'un siècle et demi de mines? En 2001, Jean-François Caron est élu à la mairie de Los et se lance dans le défi du développement durable. Si on se renie, on n'arrivera jamais à se projeter. Et du coup, le site minier, tous ces lieux-là ont une force en eux-mêmes parce que ce sont des lieux qui font levier. Parce qu'en même temps, c'est nous, c'est l'histoire d'hier, le charbon, le réchauffement climatique, le CO2, etc. Et en même temps, c'est là qu'on montre que l'histoire s'invente autrement. En 2 siècles d'exploitation, plus de 800 puits auront été forés dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Si la plupart ont disparu, certains d'entre eux restent encore visibles, vestiges de l'histoire devenue aujourd'hui objet du patrimoine. À Los, pour réussir son pari, le maire va obtenir des subventions régionales et européennes. Il va ainsi transformer son territoire en vaste laboratoire à ciel ouvert, en misant sur le photovoltaïque, même sur les bâtiments les plus inattendus. Il se trouve que là, on avait une église dont la toiture s'arrachait, elle a été reconstruite après la guerre 14, il fallait tout refaire. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on la refait standard classique, petites ardoises, ou est-ce qu'on essaye la piste des énergies renouvelables? On économisait le budget de la ville et en plus on allait produire du courant qui allait nous ramener les recettes. On a 5 000 € cette année de recettes dans le budget de la ville qu'on aura comme ça pendant plusieurs dizaines d'années. C'est un symbole d'une transformation qui ailleurs n'est pas forcément visible, mais que là on a voulu symboliser par la puissance produite et les tonnes de CO2 évitées.
En plus d'assurer un revenu régulier à la municipalité, les 200 mètres carrés de panneaux solaires de la paroisse permettent également d'économiser 3 tonnes de CO2 par an et de produire suffisamment d'énergie pour 12 foyers. Si ce lifting écologique semble plutôt radical, les bouleversements dans le reste de la ville sont beaucoup plus discrets, mais tout aussi efficaces. Un peu partout, l'isolation des maisons a été renforcée et les vieux chauffages électriques ont tout simplement été bannis. Résultat aujourd'hui, la ville a baissé de 20% ses besoins en chauffage et produit près de 180 000 kWh d'électricité par an, l'équivalent de la consommation annuelle de 70 ménages. Face à cette révolution verte, certains particuliers se sont eux-mêmes lancés dans la rénovation de leur habitat, à l'image de Didier, qui a entièrement transformé la grange familiale en écogîte exemplaire. Pourtant novice dans la construction, il a mis en place une armada de dispositifs durables. La première idée qui m'est venue, moi, ce qui me semblait le plus important, c'était créer une toiture végétale. Voilà, j'étais toujours, on commençait à parler de tout ça et j'étais émerveillé par ça. Après, on parlait du chauffe-eau solaire. On a mis des panneaux solaires sur la toiture. C'était les choses importantes. La récupération d'eau de pluie, ça a été aussi quelque chose d'important. Après, on est parti dans la démarche de la ventilation. Et on a souhaité intégrer une ventilation double flux. On a dit pourquoi pas intégrer un puits canadien. On est venu greffer la VMC avec le puits canadien. Après, vous savez, quand on est parti dans cette démarche, on est pris au jeu. Voilà. Et on rentre dedans et on veut aller au maximum de ce qu'on peut. Financièrement, bien sûr, il y a un moment, il y a le budget qui va, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Mais on va au maximum de ce qu'on peut faire. Au total, les travaux auront duré 3 ans et coûté 150 000 € aux propriétaires pour réaliser cette transformation écologique. Je ne suis pas à BBC. BBC c'est 50 kWh au mètre carré. Je suis au-dessus, je suis environ une centaine. Déçu peut-être, ouais, effectivement déçu, mais il y a un moment, financièrement, il fallait faire des choix et c'était un peu difficile. Je le referai maintenant, je pense que j'y arriverai facilement en BBC parce que j'ai un peu plus d'expérience maintenant, même si j'ai pas la performance énergétique, mais j'ai la performance, je dirais, de confort et du bien-être à l'intérieur. Et ça, je l'ai, ça je l'ai réussi. Il y a un puits canadien. L'air de votre maison passe sous le sol. Et la formule séduit. Le gîte affiche un taux de remplissage annuel de plus de 80%. C'est justement la qualité environnementale du bâtiment qui a attiré Bernard, venu rendre visite à des amis dans la région. Je trouve que le gîte est bien adapté. On se sent apaisé, tranquille, serein, dans le silence. Donc c'est cette sérénité, ce calme. Et puis quand on ouvre, on a une verdure. C'est vraiment bien, quoi. On a envie de lire, on a envie de se reposer, de voir ces petites photos de la journée et pas mettre le téléviseur. On voit la toiture, on parle d'écogîte, mais je me suis dit, bon, il y a une isolation renforcée. Je voyais pas ça comme ça. J'avoue être vraiment surpris. La qualité des ouvrants et tout, c'est pas marqué, mais on le sent. Tout a été pensé. Chapeau l'artiste. Ici, sur la ville de Los-Angeles, on fait en gros du développement durable appliqué. On voit que c'est possible. C'est possible de mettre en place, il suffit de le vouloir. Parmi les emblèmes de la ville ressuscitée, la base 11-19, dernier puits de mine fermé en 1986 et reconverti au début des années 2000 en pôle d'excellence pour l'éco-construction. L'idée à travers cette structure, c'est de développer en région Nord-Pas-de-Calais toutes les activités, tous les métiers et toutes les entreprises liées au secteur de l'environnement. Actuellement, le CD2E accompagne un peu plus de 600 entreprises en région Nord-Pas-de-Calais et c'est une région qui emploie un peu plus de 18 000 salariés dans le secteur de l'environnement. Notre rôle, c'est de faire que ces entreprises, qui sont en général des petites et des moyennes entreprises, puissent se développer d'une part par de l'innovation, deuxièmement en accroissant leur activité par la conquête de nouveaux marchés. Et donc on les aide à devenir plus performantes, à se structurer et surtout à se spécialiser. Régulièrement, les professionnels du bâtiment du Nord-Pas-de-Calais viennent ainsi échanger et se former aux nouvelles techniques de l'éco-construction, conscients d'être à Los-Angeles sur un terrain d'expérimentation unique. Typiquement aujourd'hui, on soustrait
serait jamais rencontrés si on n'avait pas participé toutes les deux à cette présentation. Et donc voilà, le CD2E en ça, il est très, très moteur et très innovant. Et quand on est un acteur de l'éco-construction dans la région, le CD2E c'est inévitable. Voilà. C'est une plateforme de rencontre qui est très performante, on va dire, et puis voilà, qui permet vraiment de mettre en commun des expériences, des innovations, des compétences, voilà, de créer des partenariats éventuellement. Je pense que c'est une approche intéressante aussi, parce que je pense que l'image charbon n'était quand même pas une image très glorieuse. Par contre, c'est vrai que quand on voit l'architecture, ce qu'ils en ont fait, le côté écolo, le côté on teste des nouvelles technologies, je pense que ça donne à la région une vraie dynamique vers l'éco-construction, les nouvelles énergies, ainsi de suite. Le côté intéressant, c'est que sur 4 ou 5 filières, on commence à devenir un peu pionnier au niveau national. Sur les écomatériaux, vous avez derrière un bâtiment où on est un des rares lieux où on peut expérimenter l'intérêt d'écomatériaux pour faire de la rénovation et de la réhabilitation. On a mis une petite centrale solaire qui s'appelle Lumiwatt pour démontrer que le solaire en région Nord-Pas-de-Calais, tout compte fait, ça marche. On produit peut-être 10% ou 15% de moins qu'à Lyon, mais ce n'est pas un écart plus important que ça. Et donc ça veut dire qu'on est capable de développer des nouveaux métiers pour à terme aller vers ce qu'on appelle l'autoproduction et l'autoconsommation. Bien sûr, il y a une dimension symbolique, bien sûr, au pied des terris, du monde du charbon, mais il y a aussi une dimension très opérationnelle. En Hollande, en Allemagne, il y a beaucoup de solaire. On ne fait pas que du solaire. On va développer ce système un peu d'analyse et d'expertise de recherche sur le micro-éolien, sur la géothermie, et donc progressivement, on touche l'ensemble du champ des énergies renouvelables. Et dernier point, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est là, après, on peut le tester dans la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en laboratoire, c'est in vivo, c'est là où habitent les gens. Et où on montre qu'on peut faire du développement autrement. Et l'intérêt d'une ville, c'est que ça fait système. C'est-à-dire que la qualité de l'environnement améliore la qualité de la ville. Outre les réhabilitations, Monsieur le maire mise aussi sur la construction de nouvelles maisons basse consommation. On a 2 maisons bois, 2 maisons filières sèches, briques et 2 maisons métalliques. Et sur ces 6 logements sont développés sans technologie de l'éco-construction. Par exemple, tous les types de solaire, de ventilation, de matériaux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est pas de faire le plus beau pavillon témoin qui ne consomme plus rien du tout. Le projet, c'était de permettre à toutes les entreprises du Nord-Pas-de-Calais d'y amener leurs équipes pendant le chantier. Tous les lycées professionnels, les gamins qui apprennent les métiers de la construction pendant le chantier, pour regarder en quoi cette technologie-là, ça va changer leur façon de travailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de montrer que le développement durable va être à la fois porteur de création d'emplois, parce que derrière tout ça, il y a tout l'enjeu de la réhabilitation de l'habitat existant, et donc c'est des milliers d'emplois à développer, que en même temps ça se fait en protégeant l'environnement, et que ça va se faire en diminuant les factures des habitants. Donc c'est pour ça que ça résume un peu la mutation en cours. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas répondre de façon simple, est-ce que le développement durable c'est plus cher ou moins cher? Si vous exposez les ouvertures des maisons au sud ou au nord, eh ben, au sud évidemment vous captez tous les apports du soleil, au nord vous ne les captez pas, mais c'est le même prix. Et si vous mettez 20 cm d'isolant au lieu de 10, c'est plus cher. Donc il n'y a pas de règle automatique. Mais on ne peut pas dire que le développement durable est un luxe qu'on se paiera si on peut, si on en a les moyens. Non, c'est au cœur même du modèle de développement.
parce qu'on voit que ça peut recréer de l'emploi. La transition énergétique est probablement le poste de création d'emplois le plus important de toute la France. Imaginez les milliers de logements qu'on se met à faire partout en France en réhabilitation, c'est tout à fait considérable. Dernier né des projets lossois, cette demeure de 300 mètres carrés. Nom de code, Réa Futur. Ou comment préserver le patrimoine industriel tout en visant des hautes performances énergétiques dignes d'un bâtiment neuf. On refait tout à l'intérieur parce que cette maison fait partie des éléments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on ne peut pas toucher à l'extérieur si ce n'est à la remettre dans l'état d'origine. Mais effectivement, tout se passe à l'intérieur ici. On essaie d'allier la performance thermique, c'est-à-dire diminuer par 10 les consommations de chauffage, et d'un autre côté, travailler sur le confort à l'usage avec les écomatériaux. Véritable chantier test à taille réelle, on y retrouve tout ce qui se fait de mieux en termes de matériaux écologiques. Chanvre, laine de mouton, textiles recyclés. On se soucie donc de l'isolation, mais aussi de la qualité de l'air et des futures dépenses d'énergie. L'ancienne passoire devrait laisser place à une machine de guerre éco-responsable. On va mettre en œuvre un isolant différent en fonction de la façade et de l'orientation. Isolant qui a été choisi en fonction de sa position stratégique dans la maison. Pour situer un petit peu cette opération dans les opérations qui sont faites sur le territoire français, ici on vise le standard passif. Donc on aura certainement des besoins en chauffage de 30 kWh par mètre carré par an. Ça c'est ce qui a été calculé par le bureau d'études thermiques. Dans la réglementation thermique, dans le neuf, la valeur attendue c'est 50 kWh par mètre carré par an, modulé en fonction des régions. Donc voilà, vous avez ici un bâtiment que l'on rénove avec une valeur qui est encore plus basse que ce qu'on attend dans le neuf. On n'a pas cherché à faire de ce bâtiment un bâtiment positif où on va y mettre de l'énergie renouvelable, etc. On a plutôt cherché à avoir un bâtiment qui se suffit à lui-même et où on va avoir très peu de besoins en chauffage. Et peut-être que quand on aura une réunion, parce qu'on est ici dans la future salle de réunion, on aura chauffé tout le rez-de-chaussée pour toute la matinée, par exemple. Grâce à Réa Futur, les différentes entreprises du BTP engagées dans ce projet ont aussi trouvé leur intérêt. Apprendre de nouvelles techniques pour mieux se spécialiser et ainsi gagner de nouveaux marchés dans les mois à venir. Nous, on a travaillé sur l'isolation, la plâtrerie, les menuiseries. Ce qu'on a appris, c'est les blocs de chanvre. On n'a jamais fait. On a fait une formation pour ça. Ensuite, la laine de mouton, pareil. Et ensuite, le métis, tout ça, nous, ça fait déjà 8 ans qu'on en fait. Donc, voilà. Si, c'est intéressant. Parce qu'on apprend des nouvelles choses. Même les matériaux. On sait lequel est le plus acoustique et ainsi de suite. Comme ça, comparer les isolants, c'est un plus et c'est bien, quoi. Et même pour nous, à poser, c'est question coupe, tout ça, on apprend plein de trucs et on voit lequel est le plus facile par rapport à l'autre. Il y a même des gars de l'université qui posent des capteurs. Nous, c'est la première fois qu'on voit un gars de l'université venir sur un chantier, quoi. C'est un laboratoire géant. Ça, c'est le parquet existant. On a déjà plusieurs projets après celui-là. À plus petite échelle, bien sûr, mais ça se développe. Ici, je sais qu'il y a pas mal de maisons. Dans le Pas-de-Calais, après, ils vont lancer plein de marchés comme ça pour réhabiliter justement plein de maisons. Et rien que derrière, là, je crois qu'il y en a déjà une paire à refaire, ainsi de suite. Et économiquement, écologiquement, les isolants, il n'y a pas mieux. Tout est naturel, on va dire. Donc c'est bien. Ouais, si, c'est l'avenir. L'enjeu avoué après ce chantier, rénover dans les prochaines années 65 000 maisons ouvrières que compte le bassin minier dans tout le Nord-Pas-de-Calais et créer plus de 10 000 emplois dans le secteur du bâtiment. Miser sur l'avenir, une profession de foi pour Los Angeles. C'est avec ce souci permanent de former les générations futures que la Fondation d'Auteuil a ouvert son nouveau centre de formation.
De la construction bois à la couverture, en passant par le diplôme de technicien bâtiment basse consommation, on apprend ici, grâce à des contrats en alternance, des savoir-faire désormais éco-responsables. Alors ça fait sens de faire cette formation de technicien bâtiment basse consommation parce qu'aujourd'hui on ne peut plus travailler comme on travaillait auparavant. Un technicien bâtiment basse consommation est un peu quelqu'un qui va être garant de ce qui va être fait sur un chantier entre les différentes entreprises du bâtiment. Ici nous sommes sur un bassin minier avec un taux de chômage de jeunes important. Donc il y avait déjà du sens d'amener la formation pour justement redynamiser les jeunes à la formation, à l'emploi. Le développement durable écologie, ici, c'est pas un lobbying, on n'en parle pas pour faire de la communication, de la publicité. Ici, voilà, on le met en place. Dans toutes les formations, aujourd'hui, on intègre l'utilisation de matériaux issus du développement durable. Le tout aujourd'hui, c'est que si un jeune maçon est capable de poser un parpaing, il est capable de tenir une truelle, il est capable de tenir un niveau, un fil à plomb, de lire des plans, il faut qu'il soit capable de poser de la brique monomure. Il faut qu'il soit capable de travailler sur l'étanchéité quand il pose sa brique monomure. Voilà. C'est en cherchant à se réorienter que Pierrick a intégré la filière bois. Après un BTS en commerce international, il peine à trouver un emploi et se met à faire quelques bricoles dans son garage. C'est finalement grâce à la Fondation d'Auteuil qu'il trouve sa voie. Faire quelque chose de ses mains, ça paraît bête mais c'est gratifiant, on est content du résultat quand on fait les choses bien. Et puis ouais, moi c'est vraiment un matériau qui me plaît, ça se travaille facilement, on peut faire plein de choses avec, on peut faire du meuble, on peut faire des maisons, donc c'est assez sympa quoi. Là en ce moment ce qui est à la mode c'est tout ce qui est textile recyclé, papier recyclé aussi en isolation, donc je veux dire tout est fait pour que on stocke du CO2 plutôt que d'en produire quoi. De plus en plus la législation elle fait en sorte que l'écologie soit prise en compte et donc régulièrement il y a de nouvelles normes qui sortent et je sais pas, peut-être que dans 30 ans on n'aura plus le droit de faire de ciment parce qu'il n'y aura plus de sable, j'en sais rien. Mais ouais, donc à chaque fois on trouve de nouvelles solutions et je pense que au niveau écologique il y a pas mal de travail. Ouais. En plus de proposer des cursus d'éco-construction, la Fondation a aussi imaginé un lieu en phase avec sa philosophie durable. Le bâtiment a été conçu à partir de bois locaux. L'isolation a été réalisée à partir de vieux vêtements recyclés et derrière les larges baies vitrées orientées plein sud, des murs trombes en briques de terre crue permettent de capter la chaleur pour la restituer la nuit. Avec tous ces dispositifs, l'établissement est plus performant qu'un bâtiment BBC. C'est une nécessité. On fabrique un bâtiment neuf, pourquoi pas dès le départ démarrer dans le bon sens. Voilà. On a l'eau de pluie qui est récupérée, on a l'eau chaude qui se fait naturellement par le soleil. Apprendre des métiers sur la maison passive, BBC, dans un local qui répond déjà à toutes ces normes, c'est fabuleux. On a sous la main un bâtiment où on peut montrer à nos apprenants, voilà, si aujourd'hui on vous apprend à faire comme ça, c'est parce que voilà, dans ce bâtiment, vous voyez, là, c'est fait comme ça. Donc ça a une utilité. Après 3 ans de fonctionnement, le centre peut se targuer de réussir son pari. Plus de 80% des élèves passés entre ces murs ont décroché un CDI. Donc c'est pas être pionnier, c'est être curieux et aussi vouloir placer nos jeunes en entreprise, c'est les préparer à demain, quoi. Je pense que sur Los Angeles, il y a beaucoup de laboratoires et c'est ce qui est intéressant, c'est que voilà, comme dans un laboratoire, on se teste, ça ne marche pas, on essaiera autre chose, mais dans tous les cas, il faut avancer. Si aujourd'hui 130 apprentis sont en formation, la Fondation d'Auteuil espère à terme attirer plus de 300 jeunes par an. Tout le monde n'est pas aussi concerné que moi sur ces questions-là, c'est sûr. Les gens, très souvent, ce qu'ils veulent, c'est un boulot, c'est des choses assez simples. Mais je pense, j'espère,
qu'ils perçoivent qu'on ouvre, qu'on écrit des nouvelles pages. Et que ça donne de l'espoir. C'est l'époque, la première fois dans l'histoire de l'homme où c'est nous qui changeons l'écosystème planétaire. Les dinosaures ont disparu. Hein. Donc faisons attention à ne pas être les dinosaures de ce millénaire. En 20 ans, Loos-Anguel a su s'imposer comme l'exemple du développement durable. Plus largement, c'est toute la région qui s'est engagée dans un plan climat. D'ici 2050, le Nord-Pas-de-Calais espère diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre, créer 200 000 emplois et abandonner le nucléaire au profit d'énergies vertes.